Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier 2025, jour de Conseil des ministres, et la porte-parole, la ministre porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas, a été interrogée à l'issue du Conseil des ministres en tant que porte-parole. Elle n'a pas une très grande expérience, c'était la deuxième fois qu'elle le faisait. La première fois, la semaine dernière, ça a été un désastre. Elle avait confondu le Conseil des ministres avec un conseil municipal. Enfin, elle avait dit quand même pas mal de sottises. Donc là, elle avait dû un petit peu mieux travailler ses dossiers, je n'en sais rien. Madame Sophie Primas, c'est une ministre qui a une soixantaine d'années. Elle a été brièvement ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger dans le gouvernement Barnier. Auparavant, c'est une sénatrice. Elle a été également maire de Aubergenville et députée des Yvelines. Elle a eu une carrière au RPR, puis à l'UMP, puis aux Républicains, et maintenant elle est, si j'ai bien compris, à Nouvelle Énergie, qui est le groupuscule qui a été créé par M. David Lisnard, le maire de Cannes, dans le cadre de cette nébuleuse un petit peu de droit, de centre-droit. Elle a été un soutien de François Fillon pour notamment la présidentielle de 2017. Et donc, a priori, par ses racines politiques, elle a été quand même proche du RPR, proche de François Fillon, qui avait été un attaché parlementaire de Philippe Séguin. On pourrait imaginer que Madame Primas soit quelqu'un qui a des réserves sur la construction européenne. Certes, elle n'a peut-être pas les mêmes réserves que n'en avait Jacques Chirac, dont je rappelle qu'en 1979, au moment des élections européennes, avait dit que jamais, nous ne l'accepterons jamais, disait-il au nom du RPR, que la France s'enfonce dans une Europe mollusque germano-américaine. Mais Madame Sophie Primas, on pouvait imaginer qu'elle avait quand même une certaine ouverture d'esprit sur les critiques faites à l'encontre de la construction européenne. Alors on a eu aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, on a eu quelque chose d'intéressant parce que lors des questions qui ont été posées à Madame Primas, porte-parole du gouvernement, il y en a une qui a été tout à fait intéressante, qui a été posée par un journaliste d'un média qui s'appelle Off Investigation et qui lui a posé la question, vous allez l'entendre, qui a posé la question de savoir, puisque les Français constatent que s'agissant de la réforme des retraites ou s'agissant de l'accord UE-Mercosur, eh bien, les décisions qui sont prises vont à l'encontre de ce que souhaitent très majoritairement les Français, vont à l'encontre de nos intérêts nationaux. Et puisque Macron a indiqué qu'il soumettrait aux Français, il n'a pas prononcé le mot de référendum, j'en ai déjà parlé, mais qu'il demanderait aux Français de trancher les grands débats du jour, eh bien, il a posé la question, vous allez l'entendre dans une seconde, il a posé la question, est-ce que dans ces conditions, il est envisageable qu'il y ait un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne? Voilà, c'était le 15 janvier 2025. Écoutez la question et surtout écoutez la réponse de la porte-parole du gouvernement. Bonjour, Fabien Rive pour Off Investigation. Il y a quelques semaines, la présidente de la Commission européenne a annoncé avoir conclu avec le Mercosur un accord qui est largement rejeté en France. D'autre part, on parle en ce moment beaucoup de la réforme des retraites, qui est aussi plébiscitée par l'Union européenne, mais qui, là encore, est globalement rejetée par les Français. Alors que Emmanuel Macron a récemment exprimé son souhait de voir les Français, je cite, trancher sur certains sujets déterminants, est-ce que le gouvernement considère que l'appartenance de la France à l'Union européenne fait partie de ces sujets déterminants ? L'appartenance de la France à l'Union européenne, elle est fondatrice. Nous avons été un pays fondateur de l'Union européenne. Et par conséquent, il serait extrêmement curieux aujourd'hui qu'à un moment où le monde se globalise, à un moment où les tensions dans le monde sont de plus en plus fortes, où nous voyons une volonté forte exprimée par les États-Unis, une volonté économique forte assumée par la Chine, que nous voyons des pays s'organiser pour créer des blocs, à ce moment-là, nous partions de l'Union européenne, qui est la seule façon de faire bloc face à l'ensemble des autres blocs internationaux. Donc je n'ai pas de doute sur la réponse du gouvernement sur cette question. Bon, voilà.
vous venez d'entendre la réponse officielle, puisqu'il s'agit d'un ministre du gouvernement, ministre porte-parole du gouvernement. Donc ce qui sort de la bouche de Mme Primas est la position officielle du gouvernement de la République française. Alors qu'est-ce que c'est que cette position officielle ? Vous avez vu, non. Non, il ne peut pas y avoir de référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair et net. La France n'est pas une démocratie, la France est une dictature. Il y a des sujets, et notamment ce sujet, qu'il est interdit dont il est interdit de poser aux Français la question de savoir s'ils veulent rester dans l'Union européenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut scruter la réponse de Mme Primas, qui est, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, qui est très primaire, en définitive, puisqu'elle explique que non. Pourquoi ? Parce qu'elle, dit-elle, la France est un pays fondateur de la construction européenne. Ça, c'est exact. C'est à partir de la déclaration Schuman de 1950 et du traité de Rome du 25 mars 1957 où la France appartient à cette construction européenne. On peut même dire, en tout cas les livres d'histoire expliquent constamment que c'est la France qui en aurait été à l'origine, ce qui est totalement faux, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont piloté en sous-main Jean Monnet et Robert Schuman pour que ça soit le cas. Mais Mme Primas donc commence en disant « la France est un pays fondateur de la construction européenne » et elle poursuit en disant « il serait curieux qu'on se pose la question. Il serait curieux de se poser la question au bout de 74 ans. » Ça fait 74 ans, Mme Primas, qu'il y a eu la déclaration Schuman de 1950. C'est même 75 ans bientôt, puisque c'est le 9 mai 1950. Le 9 mai 2025, ça fera très exactement 75 ans, la déclaration Schuman. Donc il serait curieux de se poser des questions sur le bilan au bout de 75 ans. Mais elle ne se pose pas la question du bilan, Mme Primas, parce qu'elle continue son propos en disant « il serait curieux, à l'époque où on va vers la globalisation, à l'époque où se constituent des blocs », elle parle des États-Unis, de la Chine, de la Russie, je crois, enfin bon, de l'Inde, à partir du moment où se constituent des blocs, eh bien la seule possibilité pour qu'on puisse continuer à vivre, en définitive, eh bien, ce serait de faire un bloc, le bloc européen. Voilà le raisonnement. Et elle termine en disant, dans ces conditions, le gouvernement ne posera pas cette question. Enfin, il est hors de question que le gouvernement se pose cette question. Elle ne parle pas du peuple français. Elle parle du gouvernement. Le gouvernement ne posera pas cette question. Donc on n'est plus dans une démocratie. Demos kratos, démocratie, démos le peuple, kratos le pouvoir du peuple. Alors moi, je voudrais dire à Mme Primas, et au-delà de Mme Primas, au gouvernement français, et au-delà du gouvernement français, au président de la République, et au-delà du gouvernement, des présidents de la République, des députés, des sénateurs, au peuple français, et aux personnes qui veulent bien écouter ma vidéo en ce moment, je voudrais faire 2-3 petites remarques, tout simplement. Parce que le raisonnement de Mme Primas, c'est un raisonnement dont on est saturé depuis 68 ans bientôt, depuis le traité de Rome de 1957. Parce que ça fait depuis 68 ans qu'on nous explique que si la France n'appartient pas à la construction européenne, la France va disparaître, va être une catastrophe, car la seule façon de s'en sortir serait d'appartenir à ça. 68 ans. J'insiste, 75 ans depuis la déclaration Schuman créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 68 ans depuis le traité de Rome. Madame Primas est née, le traité de Rome était déjà signé et ratifié. Or, Madame Primas, et le raisonnement qu'elle tient, c'est toujours le même. C'est-à-dire, ce sont des promesses, ce sont des affirmations. On ne pourra pas si on ne fait pas bloc. Mais il n'y a jamais de bilan qui soit fait. Au bout de 68 ans, on ne fait pas le bilan. Le bilan est interdit. On ne peut pas comparer les promesses aux résultats constatés. Alors, je suis d'accord que en 1959, 60, 61,
quelques années après la signature du traité de Rome, il était un petit peu tôt pour faire le bilan, je suis d'accord. D'autant plus que la France était empêtrée dans la question algérienne, de la guerre d'indépendance en Algérie. D'accord. Je peux comprendre qu'en les années 63, 64, 65, 66, on puisse encore se poser des questions. Mais dès cette époque-là, ça ne marchait pas. De Gaulle avait fait en sorte que les Allemands payent par le système des contributions à la Commission européenne l'agriculture française. Mais déjà, on allait de problème en problème avec des montagnes de beurre, des montagnes de lait, etc., qu'on ne savait pas gérer. Mais ça, c'était les 10, 15 premières années. Ça fait 68 ans, le traité de Rome. Et on ne tire toujours pas les conclusions. On ne tire toujours pas les conséquences. Je voudrais dire ici à Madame Primas, je vais répondre très facilement à ses arguments, à son argumentaire. Le 10 octobre 2024, c'était il y a quelques semaines, l'ambassadeur de France à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, M. Nicolas de Rivière, a fait un discours enflammé. Il avait d'ailleurs demandé, au nom de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, il avait demandé une réunion sur la situation au Liban. Et M. Nicolas de Rivière avait, dans le cadre de son discours, il avait dit très exactement ceci: les déplacés doivent pouvoir retourner chez eux, en Israël comme au Liban. Il est impératif de restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. C'est la position officielle de la France, d'ailleurs, depuis des décennies, qui est d'ailleurs justifiée. La France, depuis des décennies entières, Jacques Chirac l'avait dit, Mitterrand, tous les présidents de la République française disent qu'il faut respecter l'indépendance et la souveraineté du Liban. Mais le Liban, Madame Primas, fait 10 000 km² et a 5,2 millions d'habitants. C'est-à-dire que le Liban a une superficie qui le situe entre la région Corse et la région Île-de-France. Que la population libanaise est à peu près 42-43% de la population de l'Île-de-France. Alors on nous explique, le même gouvernement nous explique que la France doit prendre fait et cause pour assurer la souveraineté du Liban, qui est grand comme 80% de l'Île-de-France et qui a même pas la moitié de sa population. Et les mêmes nous expliquent que la France doit absolument fusionner dans un État-continent pour continuer à survivre dans le monde de demain. Ce que je dis du Liban, on peut le dire à d'autres d'ailleurs. L'État d'Israël, par exemple, qui a, selon qu'on compte ou non, certains territoires occupés, entre 20 000 et 22 000 km², représente à peu près les 2/3, 66% de la superficie de la région Normandie. Et l'État d'Israël a 10 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 80% de la population de l'Île-de-France. Avez-vous déjà vu un président de la République française expliquer que l'État d'Israël est beaucoup trop petit, qu'il ne peut pas défendre sa souveraineté et qu'il doit fusionner avec les 26 pays alentours? Pourquoi Mme Primas ne propose-t-elle pas que le petit État d'Israël fusionne avec les 26 États alentours? Et puis il y en a bien d'autres que je pourrais citer. La cité-État de Singapour, qui est grande comme la moitié de l'Île-de-France, est un des pays les plus riches du monde, plus riche par habitant que les Français, avec un PIB par habitant très supérieur, et qui continue de croître à très vive allure. Et puis sans aller ni au Liban, ni à Singapour, ni en Israël, ni à Hong Kong, ni dans un très grand nombre de petits pays du monde. Je pourrais citer le Qatar, Bahreïn, etc. Arrêtons-nous tout simplement en Europe. Un pays frontalier de la France, la Suisse. Madame Primas, la Suisse, vous en faites quoi de la Suisse, qui est grande comme la région Rhône-Alpes, qui a à peu près 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 80% de la population de l'Île-de-France. La Suisse qui est en dehors de l'Union européenne, en dehors de l'euro, en dehors de l'OTAN.
La Suisse, c'est l'un des pays du monde les plus riches par habitant. C'est un pays d'ailleurs qui est classé numéro 1 mondial par l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, tout comme d'ailleurs l'Islande avec 330 000 habitants ou la Norvège avec 5 millions d'habitants. Ces 3 pays d'Europe occidentale sont les 3 qui se situent au firmament des pays les plus riches par habitant. Et ce sont les 3 pays qui ont refusé bec et ongle d'entrer dans l'Union européenne et dans l'euro. Comment Mme Primas explique-t-elle ce phénomène ? Comment Mme Primas explique-t-elle, on apprenait il y a quelques jours, qu'au cours de l'année 2024, il y a énormément de banques centrales qui rachètent de l'or en ce moment. Il y a eu beaucoup d'achats d'or, je crois plus de 1200 tonnes au cours de la seule année 2024 par des banques centrales qui ont très peur des événements économiques mondiaux. Et le pays du monde dont la banque centrale a acheté le plus d'or, c'est la Chine. 1,5 milliard d'habitants. Et en 2, c'est la Suisse, qui a acheté plus d'or que le numéro 3, qui se trouve être l'Inde. Comment Mme Primas explique-t-elle ça, alors que la Suisse, avec son franc suisse, aurait dû être, d'après l'idéologie européiste, complètement liquidée ? Comment Mme Primas explique-t-elle d'ailleurs aussi que la Suisse nous ait appris il y a quelques jours qu'elle venait de créer son propre cloud, en termes informatiques, cloud pour assurer sa souveraineté nationale. Ce que la France n'est même pas capable de faire. On pourrait multiplier sans arrêt les commentaires que je viens de faire pour montrer qu'en réalité, loin d'assurer les promesses qui avaient été faites, la construction européenne est en train d'entraîner la France vers le néant, vers la destruction absolue. Il y a une formule qui était celle du philosophe français Blaise Pascal qui disait « Le malheur veut que l'homme n'est ni ange ni bête et que qui veut faire l'ange fait la bête ». Une autre formule, c'est un proverbe français ancien qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Un autre proverbe que Mme Primas, le gouvernement, le président de la République, les parlementaires français devraient méditer, c'est un proverbe chinois qui dit que avoir toujours la même stratégie, c'est ne pas avoir de stratégie. Et un autre proverbe chinois qui dit c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. En réalité, les partisans de la construction européenne, ils ne savent même plus pourquoi ils le font d'ailleurs. Un philosophe américain qui s'appelait Santayana, qui était d'origine espagnole, qui avait eu cette formule que le fanatisme, c'était de continuer à faire quelque chose sans plus savoir pourquoi on le fait. À aucun moment, jamais, on a le droit de s'interroger sur le bilan exact de la construction européenne. À aucun moment, on a le droit de se poser la question, est-ce que finalement, ça ne serait pas mieux si on était à l'extérieur ? Et plus le débat est verrouillé, et plus c'est une fatalité qui nous entraîne vers la destruction. En fait, la construction européenne ressemble, comme 2 gouttes d'eau, à la construction du socialisme. Je me rappelle, lorsque je suis sorti de l'ENA en 1985, j'étais allé avec des amis en Russie, en Union soviétique. J'étais allé à Leningrad, comme on l'appelait à l'époque, qui est redevenu Saint-Pétersbourg. J'étais allé à Moscou, j'étais allé en République socialiste soviétique d'Ukraine. J'étais allé à Odessa et à Kiev, tout ça étant dans le même ensemble de l'URSS. Et il y avait un guide qui nous avait été dévolu, et qui était un guide qui, évidemment, récitait la doxa du régime. Et je me rappelle très bien que l'un d'entre nous avait dit « Mais enfin, l'URSS ne cesse que d'accumuler des problèmes dans tous les domaines. » On voyait les files d'attente devant les magasins d'alimentation. On voyait la médiocrité du niveau de vie des gens. On voyait à quel point ils n'avaient pas accès aux biens de grande consommation. La possession d'une voiture, souvent assez minable d'ailleurs, était réservée à quelques privilégiés. Ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Il y avait une pensée, une vérité officielle. C'était le nom d'ailleurs du journal. La Pravda, ça veut dire la vérité.
Et donc on disait, mais enfin, l'accumulation de tous ces déboires, quand est-ce que le communisme va s'effondrer ? L'un d'entre nous avait posé cette question parce qu'il y avait partout, on voyait des bandeaux qui disaient « Kommunism pobjedit », ça veut dire « le communisme vaincra ». Et notre guide, nous sommes en 1985, Gorbatchev était arrivé au pouvoir le 11 mars 1985, avait commencé par lancer une gigantesque campagne anti-alcoolique, parce que les soviétiques, notamment les jeunes, mais les moins jeunes aussi, vivaient un tel désenchantement, un tel désespoir en fait, qu'ils ne trouvaient de solution que par s'abstraire de la vie quotidienne. Soit en buvant, il y avait des taux d'alcoolémie absolument phénoménaux, c'est pour ça que Gorbatchev avait lancé une campagne anti-alcoolique, ou bien par un je m'en foutisme au travail colossal, ou enfin par la volonté d'émigrer et de partir à l'étranger. Et donc on avait posé la question à ce guide en juillet 1985, et il avait éclaté de rire. Il avait éclaté de rire en nous disant « Mais enfin, vous savez bien que la construction du socialisme est une théorie scientifique. Le marxisme-léninisme était une théorie scientifique. C'est-à-dire que s'opposer au communisme, c'était s'opposer à la science. C'était être fou, complotiste, conspirationniste. Être fou, d'ailleurs, ceux qui pensaient autrement, en russe ça se disait alterni, ceux qui pensaient autrement, eh bien, étaient envoyés en hôpital psychiatrique parce qu'il fallait être fou pour s'opposer à la science. Voilà, je le rappelle tout ceci à Madame Primas, parce que c'était en juillet 1985. 4 ans après, 4 ans et demi après, le mur de Berlin s'effondrait. Et 6 ans après, disons 6 ans, presque 7 ans après, en décembre 91, l'Union soviétique s'effondrait, disparaissait, et la construction du socialisme avec. 6 ans après. Méditez cela. En ce moment, un vent mauvais souffle sur la France et sur l'Europe occidentale. En ce moment, comme les soviétiques de 1985, les Français fuient une situation qu'ils jugent de plus en plus désespérée. La France, les Français sont devenus un pays où l'on consomme, c'est un des pays du monde où l'on consomme le plus de tranquillisants, le plus d'anxiolytiques, où l'alcoolisme fait des ravages, notamment chez les jeunes. La drogue, et on ne se limite plus au cannabis, qui maintenant est fumé très largement, peut-être par 60%, 70% des jeunes générations, mais aussi désormais la cocaïne. On a appris très récemment qu'en 2023, en l'espace de 3 ans, le nombre de consommateurs de cocaïne, qui est une drogue dure, le nombre de consommateurs de cocaïne en France, en 3 ans, est passé de 600 000, ce qui était déjà considérable, à 1,1 million, un quasi-doublement. On apprend également que la natalité s'est complètement effondrée en quelques années. En 2010 encore, il y avait un taux de fécondité naturelle des femmes qui était de 2,02 à la naissance. Il faut 2,1 pour assurer le renouvellement des générations. Cet indice de fécondité s'est effondré de 2010 à 2024 et passé de 2,02 à 1,63. Le niveau de naissance, le nombre de naissances en 2024 est tombé à 660 000. C'est le plus petit nombre de naissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'indice de fécondité naturelle est le plus mauvais depuis 1919. Le nombre de décès maintenant, qui a été en 2024 de 643 000, est à 17 000, presque égal au nombre de naissances. De telle sorte que dans les années qui viennent, très probablement, il y aura plus de décès que de naissances. Au même moment, d'ailleurs, les nombres de l'IVG atteint 245 000 avortements par an.
Alors tout ceci mis bout à bout, Madame Primas, sans compter la volonté d'énormément de jeunes Français de quitter la France, de s'expatrier, et pas de s'expatrier pour aller en Allemagne, dont les Français refusent d'apprendre la langue, parce qu'elle est trop compliquée, parce que ça ne les attire pas. Les Français ne rêvent pas d'aller s'installer au Luxembourg ou aux Pays-Bas, non plus d'ailleurs que, je ne sais pas, en Roumanie ou en Suède. Non, les jeunes Français, quand ils rêvent de partir ailleurs, c'est de quitter la vieille Europe, de quitter ce continent qui est en train de devenir une espèce de continent maudit, où tout ce qui avait fait les valeurs de l'Europe est en train de s'effondrer, selon une fatalité qui dépasse la volonté des hommes. Et les jeunes générations envisagent de partir s'installer aux États-Unis, au Québec, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, à Hong Kong, au Japon, mais pas dans les pays du Moyen-Orient, mais pas de circuler en Union européenne. C'est pas vrai. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes face à une construction idéologique qui, depuis le traité de Rome, a maintenant 68 ans, et que, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, elle commence à atteindre cette période, à peu près 3 générations, où ce qui l'attend, c'est l'effondrement. La révolution d'octobre de 1917, où les bolcheviks avaient pris le pouvoir en Russie pour la transformer en URSS, c'était 1917. L'effondrement du URSS, c'est 1991, 74 ans après. Si on fait le parallèle, si on ajoute 74 ans au traité de Rome, eh bien c'est dans 6 ans. Et si on ajoute 74 ans à la déclaration Schuman de 1950, ben on y est. On est dans les mêmes zones. Et comme en URSS, nous avons affaire à une classe politique qui ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Ils ne le peuvent pas. Leur intérêt personnel, c'est le déni total, de refuser de tirer les conclusions de la situation, qui est calamiteuse. Il n'y a pas un seul secteur de l'activité où les promesses de la construction européenne ont été suivies des faits. Que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, la recherche, l'enseignement, l'éducation, la santé, la diplomatie, les questions militaires, le rayonnement linguistique, le rayonnement culturel, l'énergie, etc., etc. Dans tous les domaines, la catastrophe est consommée. Il ne reste donc plus que ces espèces de mantras à Madame Primas qui répète ce que l'on nous répète depuis 68 ans, c'est que si on ne faisait pas la construction européenne, la France n'existerait pas. C'est une pensée morte. C'est une pensée qui est au bord de mourir. Et quand une idéologie arrive dans sa phase d'agonie ultime, eh bien, elle devient méchante. Elle serre les boulons. Elle interdit le débat. C'est ce qui s'était passé à la fin de l'URSS avec les dissidents qui étaient envoyés en hôpitaux psychiatriques, Solzhenitsyn qui avait été expulsé de l'Union soviétique sous Brejnev. Le débat était interdit. C'est exactement ce qui se passe maintenant en France, où on a une caste qui prétend interdire le débat. Interdire le débat sur la construction européenne, elle l'a dit d'ailleurs. Il n'y aura pas, on ne demandera pas aux Français s'ils sont pour ou contre. Il n'y aura pas de débat. D'ailleurs, je suis la preuve vivante de cette situation. Il y a encore une dizaine d'années, quand j'ai créé l'UPR, je passais ici ou là. Maintenant, la censure qui me frappe, et qui frappe d'ailleurs ceux qui s'aventurent sur l'idée de parler du Frexit, la censure est désormais totale. À l'occasion des vœux de nouvelle année, j'ai envoyé mes vœux à un certain nombre de journalistes. Tous ne m'ont pas répondu. Quelques-uns m'ont répondu. Et quelques-uns m'ont répondu des mots que j'ai trouvés gentils, sympathiques. C'était de façon implicite.
Je sais bien ce que vous vivez, mais je ne peux rien faire pour vous. Je sais bien que vous avez raison, mais je ne peux pas le dire parce que moi-même, ma situation est en danger. Voilà ce qui est aujourd'hui la France qui prétend donner des leçons de liberté et de liberté d'expression au monde entier. La France qui désormais en est réduite, du moins ses dirigeants, à vouloir interdire X, le réseau Twitter, au motif qu'il y aurait de la désinformation. C'est cocasse quand on voit les monceaux de désinformation déversés quotidiennement par les grands médias du système, que ce soit sur la Covid-19, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la Russie qui devait être écrasée. Rappelez-vous Bruno Le Maire qui avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, que ce soit sur le niveau de la dette, où le gouvernement et le président de la République ont menti effrontément à la représentation nationale, de la dénonciation même du rapporteur du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous sommes dans une situation où les médias ont été complètement verrouillés et le verrouillage ultime concerne justement ce qui signe le drame de notre pays, c'est qu'il est désormais interdit au peuple français de vouloir reprendre son droit inaliénable à décider lui-même de son propre avenir. Voilà, je voulais vous le dire parce que je trouve que cette déclaration de Madame la porte-parole du gouvernement Bayrou a au moins un mérite. Désormais, les choses sont parfaitement claires. Nous avons un ennemi de l'intérieur. Nous avons un gouvernement qui a décidé d'interdire aux Français le débat de notre appartenance à l'Union européenne. Nous avons un gouvernement qui sert des intérêts étrangers. Nous avons un gouvernement qui entraîne notre pays vers la destruction finale. Nous sommes entrés donc en phase finale de cette affaire. Les mois, les années qui viennent vont être extraordinairement difficiles et agités parce que de toute façon, cet édifice de la construction européenne s'effondrera. Et il vaudrait beaucoup mieux que les Français puissent en sortir avant, dans le calme, plutôt que cette affaire ne se fasse à chaud, lorsque par exemple les Allemands décideront de s'en aller, ou lorsqu'il y aura une crise financière absolument aiguë, qui plongera la France dans la faillite et où on nous exigera, les puissances étrangères exigeront de vendre à l'encan notre patrimoine national, voire pourront même nous envahir. Méditez tout ceci, méditez que nous ne sommes plus en démocratie mais en dictature, et je vous en prie, faites circuler cette vidéo, demandez, suggérez aux gens autour de vous de réfléchir notamment à tous les arguments que j'ai avancés. Il y en a 1000 autres. Mais tous ces arguments que beaucoup de Français n'ont jamais entendus. Et que Madame Primas et tous les gens qui sont avec elle refusent d'examiner, refusent de débattre de ces arguments parce que, comme me l'avait dit un journaliste célèbre, ils ne savent pas quoi me répondre. Vive la France indépendante et souveraine.